Et Coupe de Noël internationale de natation dans le bassin du Vieux-Port à Marseille. Vous venez de voir les nageurs plonger du ponton mouillé à 120 mètres du quai des Belges. Il s'agit donc d'un sprint que tout le monde dispute avec d'autant plus de conviction que l'eau, vous le devinez, n'est point chaude et que plus vite on sera arrivé, plus vite on retrouvera peignoirs et boissons chaudes. Le grand collecteur de Cortiou a débarrassé Marseille de ses eaux sales en 1896. Mais quel est son impact sur le milieu marin ? Après la Deuxième Guerre mondiale, les chercheurs de la station marine d'Andoum se penchent sur la question. Dignes héritiers des pionniers de l'océanologie marseillaise des XVIIIe et XIXe siècles, ils développent l'étude minutieuse de la pollution à Cortiou et posent les bases de la recherche moderne qui se poursuit aujourd'hui. Marseille est une des capitales de la pollution en Méditerranée. C'est sans doute à Marseille que les premières grandes pollutions du rivage se sont produites. Mais Marseille est aussi la capitale de l'expertise des pollutions. L'école océanologique marseillaise va se spécialiser en quelque sorte dans l'analyse de ces impacts de pollution chimique, domestique, urbaine. Paul Gouret, qui est un océanologue marseillais, va s'efforcer de mesurer les effets des rejets polluants sur le milieu marin. C'est sans doute la première fois qu'en Méditerranée, mais aussi ailleurs dans des zones maritimes, une vraie analyse scientifique s'appuyant sur une démarche comparative, sur des échantillonnages conduits sur plus de 15 ans, démontre que l'industrie peut être fatale au milieu naturel. Un des gros problèmes de l'époque a été de savoir si la mer avait un pouvoir auto-épurateur ou pas. Il y a eu entre des écoles scientifiques des batailles très virulentes. On pourrait presque dire qu'il y avait des couteaux sur la table. Heureusement, les choses ont commencé à se calmer, compte tenu du fait qu'il y avait de plus en plus, en période après la guerre, une utilisation de plus en plus forte du littoral marin. Et on se rendait compte que la mer, ce pouvoir auto-épurateur ne suffisait absolument pas. La zone de Cortiou a d'abord fait l'objet de la curiosité d'un groupe de chercheurs. On avait une situation extrêmement intense, l'arrivée massive de composés organiques, composés polluants dans le milieu marin, et donc on souhaitait comprendre le devenir et le degré d'impact de ces rejets sur le milieu marin. Et c'est ainsi qu'on a commencé en faisant 3 grosses campagnes de recherche, associant une équipe pluridisciplinaire d'écologistes. Et donc on embarquait sur ces bateaux et on allait dans la zone de Cortiou. On suivait soit le devenir des eaux usées dans le temps, comment cela a évolué, ou bien dans l'espace. Depuis le point donc, d'arrivée des eaux usées, les eaux sales, à l'époque, je vous rappelle, c'était pas traité du tout. Et c'était pas drôle du tout, c'était, voilà, vous pouvez imaginer. Donc j'étais amené en 1965 à étudier, ce qui était d'ailleurs un peu ma spécialité, les peuplements marins de substrats meubles dans le secteur de Cortiou. Pour évaluer l'impact du rejet de Cortiou, les biologistes étudient la diversité des vers marins qui vivent dans le fond de la mer. La pollution tue les vers, donc plus la pollution est forte, moins on trouve d'espèces survivantes. En 1966, les résultats sont clairs. Le rejet de Cortiou dégrade fortement l'écosystème marin, mais dans une zone relativement restreinte de quelques 800 mètres de rayon devant la sortie de l'égout. Par ailleurs, les océanographes montrent une importante pollution bactérienne à Cortiou. Lorsque les vents sont propices, cette pollution dérive et rejoint des zones habitées. Il y avait une quantité assez notable d'eau usée, enfin d'eau en cours d'évolution qui est arrivée dans la rade de Marseille. Ce qu'on savait déjà par expérience, mais là on l'a montré avec des mesures précises du devenir donc, de ces eaux usées. On voit la surface, mais il y a aussi des déchets qui passent vers le fond, et notamment des gros déchets, style papier hygiénique. Beaucoup de papier hygiénique, il paraît. Beaucoup ? Parce que pas biodégradable. Si, biodégradable, mais à long terme. Des morceaux de plastique, des préservatifs, des serviettes périodiques, tampons hygiéniques, etc.
D'ailleurs, les tampons hygiéniques, lorsqu'on les observe sur le fond, font penser à des souris blanches, À ce point-là. gonflées d'eau avec leurs petites ficelles qui remontent. Avec la petite ficelle. Voilà. Sur 5 plongeurs qui ont collaboré à ce reportage allant jusque devant la sortie des égouts, 3 ont été malades, dont notre interlocuteur, staphylocoque et autres otites. À partir des années 60, ils ont vu que potentiellement ces apports pouvaient avoir un impact sur les communautés marines, sur les espèces présentes, sur leur biomasse, sur leur composition. Puis nous, on arrive après plusieurs générations d'océanographes et chercheurs qu'ils ont formés, on arrive avec un passé et puis des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes à essayer de poursuivre dans cette voie-là et à répondre à des questions de société importantes de nos jours. Si au début, nos anciens collègues utilisaient des mesures courantes qui existent toujours, de température, de salinité, d'oxygène, de charge en particules, etc. On voit que depuis plusieurs dizaines d'années, on a des outils nouveaux qui apparaissent, qui nous apportent des éléments de connaissance sur le milieu qu'on n'avait pas auparavant. Et donc les questions qu'on se pose de plus en plus ces derniers temps et sur lesquelles on va commencer à démarrer les recherches dès janvier 2020, c'est sur notamment des voies d'entrée des contaminants dans la chaîne alimentaire par le plancton. Parce que la base de la chaîne alimentaire, c'est le plancton.